Chers amis du Libre Journal de la Transmission, Valérie Daubigny au micro, je suis ravie de vous retrouver pour cette heure et demie d'un grand voyage en deux parties avec une toute première, une très grande joie de recevoir Myriam Meyer. Bonjour, bonjour madame. Bonjour madame. Myriam Meyer, vous êtes professeure de français, latin et grec et auteure de Wesh Madame, rire et larmes d'une prof de banlieue chez Robert Laffont. Je suis très heureuse de vous recevoir au Libre Journal de la Transmission parce que vous êtes totalement dans notre sujet et je pense qu'avec vous, avec tout ce que vous portez aussi, nous allons pouvoir aborder énormément de pistes qui, j'espère, chers auditeurs, vous enrichiront. Myriam Meyer, votre expérience de 6 ans en réseau d'éducation prioritaire, vous l'avez d'abord vécue, puis racontée dans cet essai, Wesh Madame, point d'interrogation, point d'exclamation. C'est un essai à la fois joyeux et tragique. Maintenant, vous le présentez au public par des médias curieux de recueillir et d'analyser votre expérience. Je voudrais d'abord vous demander comment vous vivez cet enchaînement dans le temps et si cela vous transforme au fond, Myriam Meyer. Alors, ça a été une très très belle surprise de voir la réception que ce livre a, des livres sur l'enseignement en général et l'enseignement en banlieue en particulier. Il y en a quand même eu un certain nombre. Et je me disais, ma foi, ça va avoir un petit succès d'estime et ce sera déjà très bien. Je suis vraiment pleine de gratitude de voir que ce témoignage rencontre une véritable bienveillance. L'éducation nationale ne va pas bien, c'est pas une nouvelle fracassante et c'est un sujet qui peut polariser beaucoup de tensions et je crois que la façon dont les gens entendent ce que j'ai à dire de cette expérience est très positive. Voilà. Qu'est-ce qui vous a étonné dans cette réception ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un manque d'informations ? Finalement, on est avide de savoir comment ça se passe dans une classe en réseau d'éducation prioritaire. Oui, il y a eu des films comme, vous savez, le film avec Depardieu, Le plus beau métier du monde. On a eu Entre les murs, adapté du livre de Bégodeau. Et avec tout ce qui se passe actuellement à l'éducation nationale, qui va mal, on peut avoir une vision tout à fait juste, mais malgré tout tronquée de la réalité. Et ce n'est pas évident du tout pour les gens de se représenter concrètement la façon dont un cours peut se dérouler dans un collège d'éducation prioritaire. Moi, la première, je suis arrivée dans cet établissement avec un certain nombre peut-être de préjugés, dont certains se sont tout à fait vérifiés. Et il y a eu également de très grandes et de très belles surprises. Et c'est ça aussi que je voulais faire entendre, tout ce que j'appelle ces ferments d'espérance, que j'ai vraiment expérimenté directement et qui, je crois, peuvent donner une vision un peu plus complète des choses au lecteur. Et puis peut-être concrète aussi, parce que la question de l'éducation dans des zones qui accueillent énormément de populations fraîchement arrivées sur notre territoire, Oui. etc., peut être vue, lue, regardée de manière très idéologique, dans un sens comme dans l'autre. Oui, absolument. Or, votre essai, et c'est là où il est très fort, il est assez coup de poing, c'est essentiellement des dialogues entre vous et les élèves, et c'est avec le langage cru. Vous n'avez pas, vous nous montrez avec un projecteur la manière dont les échanges se déroulent. Donc, ce n'est pas un essai d'analyse, il y a de l'analyse. Et puis surtout, il y a ici ou là comme un diamant brut, mais qui soudain va être limé, va faire sortir ses rayons. Et ça c'est beau, parce qu'en fait, au fond, à la clé, il y a de l'amour. Absolument. Je crois que ce sont aussi ces très beaux moments que j'ai pu vivre qui m'ont permis de tenir dans certains moments de désespoir ou d'accablement. Je pense que beaucoup d'enseignants aujourd'hui, et pas seulement dans des établissements de réseaux d'éducation prioritaire, dans des établissements de centre-ville, peuvent vivre ce sentiment, vous voyez, de vider l'océan avec une passoire. D'être face à un nombre de problèmes dont qui ne peuvent pas résoudre. Et il y a eu des moments où j'étais face à des élèves vraiment qui faisaient mentir les statistiques, qui travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles. Je pense au cas de Satia. Mais je voulais que vous nous en parliez, cette petite fille. Je l'ai en mémoire maintenant. Oui, Satia, elle m'est très chère parce qu'elle est représentative d'un certain nombre d'élèves que j'ai eus. Satia qui arrive en France, qui ne parle pas un mot de français, ses parents non plus, qui est d'abord mise dans la section FLE, donc français langue étrangère, où on va
récupérer des élèves qui, eux, viennent de pays vraiment on n'est pas francophone. Et où on leur donne en fait les bases pour qu'ils puissent ensuite être mis dans le circuit entre guillemets normal, classique. Satia va faire l'admiration de la collègue de Fleu et je la récupère ensuite en quatrième et on a quand même un programme assez ambitieux et elle veut tout savoir, tout comprendre, elle travaille d'arrache-pied et mois après mois, je vais la voir fournir des efforts absolument splendides avec une ténacité, une humilité, une douceur, une ambition. Confiance aussi. Ah mais absolument, vraiment, elle est perméable à l'instruction d'une façon splendide et elle va finir avec 17 de moyenne. Alors, le problème, c'est que le bien ne fait pas de bruit. Et que le tapage, la violence, toutes les incivilités de quelque nature qu'elles soient, viennent flatter chez nous des choses qui ne sont pas toujours nobles. Et je crois que c'est important aussi de montrer ces beaux et ces bons exemples sans fermer les yeux. Ça, c'est impératif sur ce qui va mal, voire très mal. Mais il m'a semblé important de parler de ces enfants-là aussi parce qu'ils existent. Bien sûr. Voilà. Votre essai est très, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est réaliste. Vous n'êtes pas là pour nous faire comprendre, pour nous convaincre de quelque chose. Vous dites, voilà ce que j'ai vu, je vous le livre. Voilà ce que j'ai entendu et je vous le livre. J'ai envie de vous emmener avec vous, en fait, tout simplement, de vous emmener avec moi, dans cette salle de classe, ma salle 103, dans laquelle j'ai vécu tant de moments difficiles et tant de moments d'émerveillement. De vous emmener avec moi pour que vous rencontriez ces élèves avec leur complexité, leur bagage très très lourd, familialement quelquefois aussi, leurs efforts, leurs rechutes, leur émerveillement ou leur incompréhension devant certains mystères de la langue française. Parce que pour moi, je dis souvent que ça a été très formateur humainement, mais aussi pédagogiquement. Vous pouvez expliquer pourquoi pédagogiquement ? Alors pédagogiquement parce que quand vous suivez le cursus pour devenir enseignant, moi j'étais passée un peu par la prépa et puis en fac on fait quand même des choses très exigeantes et quand vous passez le concours, là aussi il y a un certain niveau d'exigence et puis vous basculez comme ça dans un établissement de réseau d'éducation prioritaire où vous avez des élèves de 3e qui n'ont toujours pas compris, j'allais dire même symboliquement, ce que c'est qu'un verbe. Et vous regardez le bulletin officiel, le programme, et vous vous dites, mon Dieu, mais l'écart est considérable entre la formation que j'ai reçue, le niveau de certains élèves, le peu d'heures dont je dispose et les exigences du programme. Donc, c'est une espèce de grand écart de gymnaste triplement médaillé. Et c'est pédagogiquement très formateur parce que si vous ne voulez pas baisser votre niveau d'exigence, vous allez devoir trouver des solutions, des ajustements, des adaptations, sans baisser vos exigences, mais en trouvant un moyen d'aider certains élèves qui n'ont pas du tout le niveau pour les amener là où il faut les amener. Voilà. Donc, vous allez apprendre, peut-être avoir un rapport au texte un petit peu différent, plutôt que de les mettre immédiatement devant le texte posé sur leur manuel. Vous allez arriver en déclamant, par exemple, la tirade de Ruy Blas, le bon appétit, messieurs. Alors, ils vont être très surpris, ils vont être touchés, et ça va leur permettre d'avoir un accès différent au texte. Par exemple, voilà, parmi 1000 pistes, mais ça, beaucoup d'enseignants essayent de le faire. Voilà, et vous, avez-vous un endroit où vous pouvez partager d'ailleurs ces bons trucs entre enseignants ou bien ça se fait de manière empirique, en salle des profs ou jamais Alors, moi, je le dis honnêtement, je trouve que les formations qu'on a sont un petit peu déconnectées des réalités du terrain. Moi, j'ai beaucoup appris en écoutant certains enseignants. Vous savez, on n'écoute pas forcément les gens plus âgés, c'est un tort, parce que quand vous êtes face à une enseignante qui est en réseau d'éducation prioritaire depuis 30 ans, croyez-moi, elle a des choses à vous dire. Et c'est un métier où on tâtonne beaucoup et où il faut avoir l'humilité de reconnaître que quelque chose qui va marcher avec une classe ne va pas fonctionner avec une autre. Vous avez des cours qui fonctionnent très bien à 8h du matin, alors qu'à 16h, ça va être un échec total. On tâtonne. Moi, j'ai beaucoup lu sur le sujet, mais ça n'est pas une science exacte, malheureusement. Vous pouvez... Et puis, tel outil dans les mains d'un enseignant ne marchera pas. Moi, je sais que l'humour m'a permis de faire passer beaucoup de choses. Mais ça ne sera pas forcément le cas pour un autre enseignant. J'ai envie de rebondir sur l'humour parce qu'effectivement, Wesh Madame, rires et larmes d'une prof de banlieue. Myriam Meyer, vous nous emmenez avec votre esprit, vous avez l'esprit très vif, vous avez de la répartie, vous dites beaucoup de choses in petto qui sont tordantes. Enfin voilà, vous maniez l'humour avec eux. L'humour, mais
pas la dérision. Ça n'est jamais cynique, ça n'est jamais méchant. Mais vous allez loin avec l'humour. Ouais. Et en vous lisant, je me disais, tout cet humour, est-ce que c'est je m'empresse d'en rire, de peur d'en pleurer, ou bien finalement, voilà, quelle est votre approche de cet humour? Alors, il y a deux choses. Il y a la façon dont je peux commenter Mhm. quelque chose d'un peu dramatique qui s'est passé, où je le commente pour moi-même et pour le lecteur. Et il y a l'humour dont je pouvais me servir en classe. Pour le deuxième point, donc, oui, la fois où, par exemple, effectivement, on avait des espèces de guéguerres entre bandes rivales et où on fouillait les sacs à la recherche des tubes à chicha et autres armes éventuelles. Où je peux en moi-même en rire parce qu'effectivement, la situation est tellement désespérante que c'est le seul moyen de ne pas sombrer. Et il y a cet autre humour qu'on manie en classe, d'abord pour capter leur attention. Mhm. De manière générale, aujourd'hui, on a un problème de concentration et d'attention. Et lorsque, un vendredi à 14h, vous leur dites on va travailler sur l'accord du participe passé des verbes pronominaux, il se peut que toute la classe ne soit pas emballée. Donc, vous allez essayer de trouver Euphémisme. voilà, un petit exemple amusant pour attirer leur attention, pour les emmener avec vous. Ça ne doit jamais effectivement être du sarcasme ou de la dérision. Parce que les adolescents peuvent être déjà extrêmement durs entre eux. Si un professeur se permet ce genre d'attitude, ça peut vraiment, vous savez, être tragique pour les plus fragiles de la classe, ceux qui vont être les moins populaires, les moins, voilà, qui vont se faire facilement harceler ou écraser. Donc, il faut manier ça avec beaucoup de délicatesse. En revanche, j'ai réalisé qu'effectivement, ils avaient un grand respect pour ceux qui avaient cet esprit de répartie. Et que je pouvais faire passer beaucoup de choses, y compris des semonces un peu fermes, avec une petite note d'humour et un sourire. Ils étaient capables de l'entendre beaucoup plus facilement. Et ça, je vais vous dire, jamais en formation, on ne m'a dit que l'humour pouvait être un outil. Je l'ai découvert sur le tas. En revanche, l'humour, pour les professeurs, moi, j'ai souvent entendu dire, parfois, j'aimerais bien blaguer, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose, mais je me l'interdis parce que sinon, Oui, c'est fini, je perds la classe, je perds l'autorité. absolument. Bon, là, vous allez me dire, c'est l'expérience, hein, puis on sent sa classe, j'imagine. Oui, Mais que diriez-vous là-dessus à un jeune professeur? et je dirais que tout est une affaire de mesure, d'équilibre, d'intuition et de connaissance de ses classes. C'est comme l'autorité, c'est comme la bienveillance. L'humour doit être manié avec beaucoup de doigté. Effectivement, les adolescents, ils ont un génie pour vous emmener là où vous ne voulez pas du tout aller, hein. C'est-à-dire que vous commencez le cours en vous disant on va travailler sur la littérature fantastique. Et puis, à un moment donné, vous avez une note d'humour, ils vont se saisir de ça, ça va être un éclat de rire, ça peut durer 20 minutes. Donc, il faut toujours savoir les ramener au calme, les amener exactement là où vous voulez aller. Mais c'est valable, encore une fois, trop d'autorité devient de l'autoritarisme, trop de bienveillance devient du laxisme, trop d'humour peut mener au chaos. Donc c'est toujours, on apprend sur le tas, là aussi. Ouais, Comme ouais, beaucoup ouais. de métiers, j'imagine, mais encore plus dans celui-ci. Alors, vous avez fait des allers-retours. Vous n'avez pas été seulement en réseau d'éducation prioritaire, mais aussi dans des établissements qualifiés de plus bourgeois, on va Oui. dire. Je pense qu'il est intéressant pour nos auditeurs qui sont partout, hein, Oui. d'avoir votre regard si fin, si pertinent sur les permanences, sur les différences. Alors, vous savez, pour moi, la constante, c'est que les adolescents ont besoin d'être aimés. Alors, je fais très attention quand je dis ce mot parce que certains peuvent se dire qu'est-ce que c'est que cette prof bisounours. L'amour, c'est l'amour le plus exigeant qui soit. C'est-à-dire qu'un adolescent, je crois qu'il a besoin qu'on le tire vers le haut, qu'on l'invite au dépassement et qu'on croit en lui même quand lui-même n'y croit plus ou n'y a jamais cru. Et j'en ai croisé des enfants comme ça. Ça, c'est quelque chose de permanent. Vous savez, j'ai connu des élèves d'établissements favorisés où il y avait beaucoup d'argent, mais il n'y avait pas beaucoup de présence. Et des élèves de milieux très humbles où il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais où il y avait beaucoup de présence. Donc, je me méfie toujours de ces grands clivages, établissements de centre-ville versus établissements de périphérie. Oui, on peut avoir, si vous voulez, la part de la discipline peut être plus importante
dans certains établissements de réseau d'éducation prioritaire. Vous avez peut-être des évidences éducatives un peu moins nombreuses à rappeler, mais j'ai rencontré dans des établissements, entre guillemets, très favorisés, la même soif d'amour chez certains élèves. Et encore une fois, quand je dis amour, voilà, On se la même comprend et voilà. invitation à se dépasser que dans des établissements de réseau d'éducation prioritaire. Ce dont il faut avoir conscience réellement, c'est que, qu'on veuille l'entendre ou pas, il y a des élèves de ces réseaux d'éducation prioritaire qui, je vous assure vraiment, ont vécu des choses telles dans leur enfance dont ils ne sont pas responsables, qu'il est assez peu étonnant, quand on les retrouve des années plus tard, de comprendre pourquoi leur itinéraire a été aussi violent. Quand vous n'avez pas eu autour de vous des éducateurs fermes, bienveillants, présents, qui vous ont lu des histoires. On ne dira jamais assez à quel point c'est fondamental pour les premières années de lire des histoires, qui n'ont pas joué avec vous. C'est le pédopsychiatre Maurice Berger, je crois, qui rappelait à quel point c'est fondamental de jouer avec un enfant, qui n'ont connu en matière d'interaction que des liens avec les écrans, et qui grandissent dans des conditions matériellement et esthétiquement peu porteuses. C'est très compliqué quand on les récupère pour nous ensuite de rattraper tout ce qu'ils auraient dû recevoir et qu'ils n'ont pas reçu. Et les solitudes, aujourd'hui, elles sont partout. Et je pense que le fait que les téléphones portables avec connexion Internet, je n'emploie pas le mot, le mot anglais, se répandent partout. Ça, d'une certaine manière, ça unifie cette solitude. Absolument. Des réseaux sociaux qui sont de faux amis, etc. Michel Desmurget a fait un travail et continue de faire un travail absolument remarquable sur ce point-là aussi. La fabrique du crétin digital. Et Faites-les lire. Et Faites-les lire au Seuil, sorti l'année dernière. C'est des bibles. Voilà. Honnêtement, Michel Desmurget, il faut le lire, il faut l'offrir, il faut faire connaître sa parole. Nous, on le voit sur les copies, on le voit dans les échanges avec les élèves. Alors moi, je refuse de diaboliser l'outil en lui-même. C'est un outil tout à fait passionnant et nécessaire. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous donneriez une Lamborghini à un enfant de 13 ans qui aurait bu une bouteille de whisky à 1 heure de pointe sur l'autoroute? Non. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les smartphones. Vous vous doutez bien que lorsque vous donnez un téléphone comme ça à un enfant, il ne va pas se dire « chouette, 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 je vais en profiter pour aller voir le dernier documentaire sur Arte ». Bien sûr que non. Il va aller vers la facilité, il va aller sur TikTok, il va aller sur Snapchat, sur Instagram, etc. On sait aujourd'hui à quel point ça peut faire des ravages sur le niveau de langue, sur l'incapacité des élèves à nouer de véritables liens sociaux. Et nous, en tant qu'enseignants, on le voit dans l'appauvrissement de la langue, dans aussi une difficulté à gérer la frustration. On sait que cette culture de la notification crée des chocs d'endorphines que vous n'avez évidemment pas quand vous êtes face à une version latine sur laquelle vous allez passer 1 heure, souffrir 1 heure, essayer de comprendre, faire preuve de concision, de rigueur, de souplesse, etc. Ça ne sera pas la même satisfaction, ça prendra du temps. Et cette culture du temps long, on l'a beaucoup aussi perdue. Mais est-ce qu'en tant qu'adultes, nous sommes capables d'être des exemples sur ce plan-là? Est-ce que nos enfants nous voient aussi bien avec un livre à la main qu'avec un téléphone? Mais c'est tout à fait ce que je dis lorsque je suis appelée pour la littérature jeunesse, à témoigner, à accompagner des familles, des enseignants, etc. Je leur dis, vous êtes là pour venir m'écouter parce que pour vous, c'est important, la lecture est importante, mais ne répondez pas, mais posez-vous la question. Aujourd'hui, combien de temps mes enfants m'ont vu avec un livre ou avec un smartphone entre les mains? Et cette dopamine, cette récompense immédiate, elle vient tuer ce fruit que l'on cueille un peu plus tard, mais tellement beau. Exactement. Et moi, j'aime bien parler de dopamine vertueuse, en fait. Parce que c'est aussi peut-être là-dessus qu'il faut s'appuyer pour retrouver ça. Mais en effet, Michel Desmurget montre bien l'appauvrissement du langage et toutes ses conséquences. Absolument. Parce que ce que l'on sent dans votre livre, Myriam Meyer, Wesh Madame, Rires et larmes d'une prof de banlieue chez Robert Laffont, ce que l'on voit, c'est l'absence de rondeur, enfin dans les rapports verbaux notamment. C'est vraiment toujours frontal, c'est du choc, sont des images fortes, très souvent à connotation sexuelle d'ailleurs. Donc il n'y a pas les mots
Donc vous étiez là, vous êtes Madame Vieux-Mot. Je trouve ça charmant. Même la principale de votre collège vous appelle Madame Vieux-Mot. Oh, voilà Madame Vieux-Mot, alors comment ça va aujourd'hui? Parce que vous êtes professeur de français, latin et grec, je le rappelle à nos auditeurs. C'est Alain Bentelila qui a fait un travail, qui est linguiste, qui a fait un travail fantastique aussi sur le sujet, qui disait que la langue devient de plus en plus un outil d'interpellation brutale. Et vous savez, un enfant de catégorie socio-professionnelle lambda, il arrive à l'école avec 2000 mots. Un enfant de catégorie défavorisée arrive avec 600 mots. Donc un référentiel 3 fois moindre pour nommer le monde. 2000 6000. 600, exactement. 2000 et 600. Voilà. Et donc, tout le travail, ça va être de leur faire prendre conscience, d'abord, qu'ils ont cet outil extraordinaire qu'à leur disposition, qui va leur permettre d'émettre des nuances dans leur discours, de se faire entendre, de comprendre ce que l'autre leur dit, de nommer les choses, et puis de ne pas être limité dans l'expression de leur frustration. C'est Jacqueline de Romilly qui avait une formule absolument magnifique, mais que, évidemment, je vais synthétiser de façon très pauvre en disant que quand la langue ne suffit plus, ce sont les points qui parlent. Bien sûr, donc, c'est ce que disent tous les pédopsychiatres. Voilà, mon travail, c'était aussi de leur dire que la langue pouvait être blessante, qu'elle pouvait les blesser eux-mêmes, et qu'ils devaient se saisir de ce patrimoine qui est gratuit. C'est ça. Et qui nous permet de sortir de beaucoup d'enfermements, y compris idéologiques, quels que soient les enfermements, mais on peut en sortir grâce à la langue. C'est ça. J'imagine un dialogue issu de votre livre. Enfin, je retrouve un dialogue où parfois quelqu'un emploie un mot un petit peu soigné, un petit peu inconnu. Il est pris comme une insulte. Madame, il m'a traité. Oui. On ne dit pas il m'a traité. Il m'a traité de quelque chose. Il m'a traité de quelque chose, absolument. Et puis ce que j'aime aussi, Myriam Meyer, c'est quand vous dites aux élèves, je veux dire balance, il vous balance comme ça, reformulez. Et oui, absolument. Ça, c'est la phrase, je pense que je dis souvent, si j'avais eu 1 euro à chaque fois que j'ai dit ça, je serais très riche. Je crois qu'ils avaient compris qu'il y avait une exigence très forte pour moi aussi, dans le sens où ils méritaient, je leur dis, vous méritez de maîtriser la plus belle langue française qui soit, parce que c'est un outil. Donc, soyez à la hauteur de vous-même. Voilà. Mettez votre estime de vous-même très haut. Et donc, la langue va devoir suivre. Ce que l'on voit aussi dans votre livre, Myriam Meyer, mais vous êtes légère là-dessus, mais on le sent profondément à chaque fois que vous l'évoquez, c'est par cette exigence que vous avez eue, ce lien d'amour, vous l'avez bien qualifié, l'amour au plus haut, parce qu'il est très exigeant. En fait, vous les mettiez debout. Et c'est pour ça qu'ils vous aimaient et qu'ils ont même gardé des liens avec vous très forts, y compris dans les épreuves. Oui, je dois dire qu'ils ont été extraordinaires. Moi, je crois beaucoup à la notion de gratitude qui se perd beaucoup aujourd'hui. Et donc, j'étais restée en lien avec eux après avoir quitté cet établissement. Et un jour, j'apprends que je suis atteinte d'un cancer assez agressif. Et je le dis à 2 ou 3 d'entre eux. Et puis, voilà, la radio des anciens élèves se réveille, ils se mettent tous à en parler, et je reçois, alors que je rentrais en chimio, des SMS me disant « Vous nous avez toujours interdit de baisser les bras, c'est à notre tour de vous l'interdire, vous n'avez pas intérêt à partir, il va falloir vous accrocher, madame ». Et ça a été, à l'heure où je faisais un petit peu le bilan aussi de tout ce que j'avais construit dans ma vie, un très très beau cadeau qui m'a vraiment poussée, quand j'ai été au plus fort de la chimio, vraiment la boule à zéro, sans cils, sans sourcils, le vrai zombie, et qui m'appelait en visio pour me rappeler telle anecdote, etc., pour me donner des nouvelles de leur vie, qui passait son permis, qui allait rentrer en formation, qui avait décroché une excellente école d'architecte. C'était vraiment un moteur extraordinaire de me dire, j'ai semé, on ne sait pas toujours ce qu'on récolte dans ce métier, je sais ce que j'ai semé, aujourd'hui je peux voir aussi ce que j'ai récolté dans leur grandeur d'âme et leur générosité, et leur fidélité, qui, moi, me continue de me bouleverser, vraiment. Ouais, ça c'est tout à fait magnifique. Rires et larmes, vous riez beaucoup avec vos élèves, vous riez aussi, le soir épuisé, vous vous retrouvez toute seule.
oui, épuisée, hein, Ah, on est parfois. épuisé, Toute absolument. blanche. Et puis en plus, vous aviez des trajets longs, il fallait repartir, etc. Et on vous suit dans tout cela, c'est vraiment magnifique. Wesh Madame, rires et larmes Merci. d'une prof de banlieue, chez Robert Laffont, Myriam Meyer. Vous évoquiez les livres qui sortent régulièrement. Oui, Et puis moi, j'en ai un en mémoire, c'est Kiffe la France de oui, Jean-François Chemin. tout à fait. Jean-François Chemin, ce professeur venu à l'enseignement un peu tardivement, Oui. hein, il était plutôt école de commerce, etc. Et qui allait dans des zones prioritaires Mhm. aussi enseigner l'histoire. Oui. Et il nous racontait aussi, c'est presque été un des premiers, je trouve, à vraiment raconter son expérience. Peut-être à l'époque, le public était moins prêt à entendre tout cela. Je ne sais pas, il y a peut-être une évolution. Je ne sais pas si vous, Myriam Meyer, vous pouvez la saisir. La manière dont votre livre est reçu aujourd'hui correspond à une attente. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience sur le caractère profondément tragique de certaines situations aujourd'hui. Ce qui m'a plus surpris, c'est que les lecteurs soient autant à l'écoute sur ce qui allait bien. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'on méconnaît le nombre impressionnant d'élèves tout à fait sympathiques, tout à fait respectueux, tout à fait méritants, et qui sont eux-mêmes les victimes, en fait, de ce qui ne va pas dans ce système, des brutes qui peuvent harceler, qui peuvent monopoliser l'attention, etc. Et mon idée, c'était aussi de dire, mais au nom de toute cette jeunesse qui mérite d'avoir accès au meilleur de la langue française, la langue latine et grecque en plus, là je prêche un peu pour ma chapelle, au nom de cette jeunesse-là, ressaisissons-nous collectivement. On ne peut pas se contenter de mesurettes, d'une énième réforme. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Et c'est au nom de ces élèves-là aussi que je voudrais qu'on se saisisse du sujet. Alors, je reçois des messages d'auditeurs que je remercie beaucoup de leur écoute très attentive. Ces messages convergent vers une question qui tourne autour de la religion. Par exemple, vous avez évoqué Satya, cette petite fille, cette jeune fille qui se donnait à fond. Voilà, j'avais aussi noté le cas de Amine, mécanicien. Ah oui, Amine, et puis des trois frères, Ousmane, Naïm et Anab, que vous avez eu successivement, tous les trois des vraies pépites. Ouais. Nos auditeurs nous disent, répondez, voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez apporter là-dessus, mais est-ce que la religion d'origine peut avoir une influence ? Comment ce choc des religions se fait-il dans une classe aussi ? Écoutez, moi je suis prof dans le public, donc ça ne doit pas être un sujet. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que pendant le voyage, la préparation du voyage scolaire, par exemple... Un voyage scolaire à Rome, imaginez, voilà, chers auditeurs, à Rome, au mois Myriam de mai. Meyer qui ne recule devant rien. Ben non, mais ils avaient été émerveillés. Je me souviens notamment de leur fascination en arrivant à Saint-Pierre-de-Rome. Je pense que c'est un écrasement esthétique que tout le monde vit. Et un élève m'avait dit, mais madame, c'est Ramadan. J'avais dit, mais en fait, ça ne me regarde pas. Moi, je ne force personne à passer une semaine à Rome. Hein. Bon. Donc, si vous n'avez pas envie, c'est votre problème. Moi, en tout cas, ceux qui veulent et peuvent, je les emmène. Il n'y a pas de règles. Voilà. J'ai eu des élèves, alors encore une fois, leur religion ne rentre pas en ligne de compte dans ma salle de classe, mais il n'y a pas de catégorisation là-dessus. J'ai eu, évidemment, j'avais des élèves chrétiens, des élèves musulmans, des élèves hindouistes. J'ai vraiment eu toutes les religions possibles et imaginables. C'est l'individu et je vais vous dire surtout, c'est l'éducation. L'éducation qui fait toute la différence. Les 3 jeunes hommes que vous citez, leur maman venait les chercher tous les jours à la sortie du collège, de la 6e à la 3e. Pour pas qu'ils partent. Pas parce que les mauvaises fréquentations, etc. Et vous savez, moi je dis souvent que j'ai beaucoup d'admiration pour ces parents qui tiennent, parce que c'est difficile dans un environnement qui n'est pas porteur d'aider ces adolescents à se tenir droit, à se tenir debout. Et de manière générale, aujourd'hui, aussi à cause des sirènes des réseaux sociaux, transmettre à l'enfant le goût du travail, c'est pas évident. Quand l'argent facile règne partout. C'est très compliqué pour un parent. Et dans ce domaine, il n'y a pas de règle, c'est l'éducation, par contre, qui faisait toujours
toute la différence. Vous n'avez pas eu de difficultés musulmans, juifs, etc. Alors moi, je n'ai pas j'ai eu très peu d'élèves juifs dans l'établissement où j'étais, mais je le répète, je Mm. n'avais pas à le prendre. Vous voyez, quand vous rencontrez un élève, vous lui demandez pas s'il est Oui, catholique mais ou pour eux, c'est parfois protestant ou juif très, ou musulman. Ah oui, absolument. très Et il se fort. trouve que j'étais dans une ville où il y avait pas loin un établissement privé sous contrat pour les élèves juifs. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Donc il Mais y en ils avait peu s'envoyaient dans le des trucs public. à la figure, vous savez, Mais aussi bien sur leurs origines que sur la religion. Qui, moi, je le raconte d'ailleurs mais à un moment oui, donné, l'autre qui lui dit la preuve que tu es chrétien, tu vas à la synagogue. Moi, je me disais, voilà. mais est-ce que vous connaissez le sens de vos mots quand même? Parce que, oui, les racines juives du christianisme, d'accord, mais la preuve qu'on est chrétien, c'est pas qu'on va à la synagogue. Donc, celui qui accusait l'autre d'être polysémique parce qu'il croyait que ça voulait dire antisémite, etc. Déjà, le simple fait d'arriver en leur disant, écoutez, on va déjà mettre un petit peu des définitions rigoureuses derrière tout ça, ça permettait de clarifier les choses. Moi, ce que j'ai trouvé surtout, c'est qu'il y avait une brutalité dans les rapports humains, quelquefois, qui pouvait être assez impressionnante. Effectivement, des insultes. Oui, le Mali, c'est moins bien que l'Algérie. Oui, l'Algérie, c'est nul par rapport au Maroc. Et je dis, C'est ça. attendez, hein, on est où là? Ça, vous le racontez très bien et vous les aidiez, là, pour le coup, avec humour, mais Mhm. fermeté, à prendre de la Ah hauteur bah oui, et oui, oui. c'était très bon. Et ce que l'on voit, ce que vous venez de souligner, on le sent très bien dans ces échanges bruts, hein. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que dans ce livre, ils auront la matière brute, hein. Ils auront ces échanges à brûle-pourpoint avec des expressions parfois très imagées, Oui, mais bien plus imagées que ce que se figurent sans doute ceux qui les prononcent d'ailleurs. Mais on comprend dans ces échanges qu'ils mesurent mal la portée de leurs mots sur ces questions absolument. fondamentales Oui, oui, de oui. religion, etc. Et puisque nous sommes sur ce terrain-là de la sémantique, je dirais, ce qui m'est apparu fortement après décantation, après avoir lu tout ça, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils emploient des insultes, hein, mais des insultes simplement pour apostropher, hein, c'est Comme pas ça, oui, forcément. oui, c'est Voilà. rentré dans la normalité presque. Absolument, Il est souvent référence au corps, absolument. connotation sexuelle, mais nous les voyons sexuelles et nous avons des images en tête, mais on se dit que Absolument. pour eux, c'est tout à fait banal. Mhm. Et je me suis dit finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation au corps, là, Ah derrière? si. Au Ah si, corps. si, si. La fille qui dit je m'en bats les couilles, on entend ça fréquemment. Moi, quand j'entends ça dans la rue, j'ai presque envie de m'arrêter et de lui dire écoute, de quoi parles-tu? Oui, oui, c'est une anecdote que je raconte où je reprends une élève. Je lui dis d'abord, c'est profondément antinomique puisque vous êtes une fille, déjà pour commencer, hein. Et puis ensuite, c'est d'une inélégance absolument terrible. Au fond, qu'est-ce que vous voulez dire? Et donc là, je lui dis, mais écoutez, il y a tout un tas de variantes. Alors là, je fais la liste de toutes les variantes et puis j'en arrive vraiment à l'acmer en lui disant, si vraiment vous voulez avoir l'air super smart, dites peu me chaud. Alors là, j'avais perdu la moitié de la classe qui avait trouvé ça aussi délirant que fantastique, mais les ramener toujours à l'élégance. Moi, je leur disais, mais enfin, ayez le respect de vous-même. Mais vous n'êtes pas n'importe qui, Naïma. Vous n'êtes pas n'importe qui, Ousmane. Est-ce que si vous receviez un ami chez vous, vous l'accueilleriez dans une maison sale et dans un vieux jogging? Non. Je suis sûre que vous rangeriez votre chambre et que vous feriez un effort vestimentaire. Eh bien, soyez exigeant aussi avec les mots qui sortent de votre bouche. Voilà, soyez à la hauteur de vous-même. Et notamment dans ces expressions, tout ce qui salit profondément la femme. Oui, alors ça, moi, ça a été tout un travail aussi de leur faire prendre conscience que les femmes n'étaient pas un paillasson sur lesquels on pouvait s'essuyer et que la dignité, chaque être humain a cette dignité profondément ancrée en lui-même. Et quand je leur faisais prendre conscience qu'on pouvait être blessé profondément, en disant à un élève, mais est-ce que vous aimeriez qu'on parle ainsi à votre mère, à votre sœur, à votre... Ah non, je leur disais, il se trouve que la personne en face de vous, c'est la mère, c'est la sœur de quelqu'un, c'est la fille de quelqu'un. Voilà, rendre les choses plus... comment dire?
plus concrètes dans leur esprit. Plus vrai. Exactement. Et se rendre compte que nos actes ont des conséquences. Vous voyez, Naïma, vous l'avez insultée, elle pleure. Voilà. Prenez conscience de ça. Vous pouvez tout réparer en étant différent, en étant délicat, en étant respectueux. Et évidemment, c'est le moment où on est très loin de la conjugaison, de la grammaire, de l'étymologie, et où on rentre dans la partie éducative de notre métier qui prend de plus en plus de place. Alors souvent, on entend dans nos milieux de Radio Courtoisie des personnes qui, à juste titre, disent ministère de l'Éducation nationale, non, nous devrions revenir à un ministère de l'instruction et point. On en a assez que l'idéologie entre à l'école, etc. Sur ce plan, bien sûr, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut dire qu'un professeur peut se contenter d'instruction, Myriam Meyer? Non, je pense que ce serait parfaitement artificiel, puisqu'à partir, l'acte d'instruire est un acte d'éducation. À partir du moment où vous décidez de faire grandir les enfants, les adolescents, en leur apportant ce patrimoine qui, au-delà d'un patrimoine esthétique ou artistique, est aussi un patrimoine intellectuel, vous contribuez à l'éducation, puisque vous allez les pousser vers le haut, les tirer hors d'eux. Donc, il y a une part d'éducation. On n'est pas là pour bourrer le crâne de vos enfants. Hein. On doit vraiment leur donner le meilleur pour les tirer vers le haut. Que, en revanche, on se retrouve aujourd'hui à avoir des phrases assez lunaires en cours comme « bah non, il ne faut pas sniffer votre Tipex »,« non, il ne faut pas brûler les cheveux de votre camarade », là, évidemment, on change complètement on a franchi un palier où on n'est plus tellement des éducateurs, mais même des éducateurs spécialisés. C'est plus là-dessus, moi, que j'axerais l'urgence, c'est qu'on se retrouve effectivement dans nos cours à gérer des situations qui ne devraient pas relever de l'éducation nationale. Voilà. Petite question à la clé. Ne parlons pas des sixièmes, mais fin de collège. Oui. Est-ce que beaucoup de ces enfants, parce que ce sont des enfants en fin de collège, sont encore là alors qu'ils seraient mieux déjà ailleurs, peut-être dans des enseignements peut-être déjà un petit peu professionnels, spécialisés Est-ce qu'ils sont bien sur les bancs de l'école encore ? Moi, je pense qu'il faut vraiment sortir de la vision du collège unique actuel. Pendant des décennies, on a eu en France un mépris de la voie professionnelle, que je trouve vraiment regrettable parce que c'est une voie noble qui, contrairement à ce qu'on l'imagine, certaines voies professionnelles sont très exigeantes. Pour nous, professeurs de 3e qui nous occupons de l'orientation, on appelle ça des voies à haute pression. Vous n'y arrivez pas comme ça, la fleur au fusil, parce que vous étiez trop nul pour aller en seconde générale. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a décidé, par une espèce de pédanterie intellectuelle, que tout le monde devait aller à la fac. Heureusement que tout le monde ne doit pas aller à la fac. Il n'y a pas de... Oui, il y a certainement des métiers très nobles, mais moi, vous voyez, j'ai encore une semaine discuté avec un de mes anciens élèves, Nathan, qui est en train de finir une formation de carreleur, qui veut devenir ensuite plombier pour avoir son entreprise, pour construire. C'est magnifique de construire. Pourquoi il y a eu ce mépris, vous voyez, pendant des décennies ou alors, en plus, en France, on a cette culture, voilà, de l'artisanat qui est magnifique. Il y a plein de voies superbe, et il faut arrêter de vouloir faire rentrer tout le monde dans le même moule, surtout si c'est pour se retrouver avec des gens qui en licence s'aperçoivent que ça leur plaît pas du tout. Et ils sont encore plus malheureux. Absolument. Et donc encore plus violents. Oui. Un message d'un auditeur que je remercie. Dans mon collège Moulin-des-Prés à Paris 13e, nous avions des professeurs dont nous n'aurions pas voulu louper un cours. Histoire, géographie, musique, dessin, et une jeune femme, professeure de français et latin, qui rendait passionnant ses enseignements. C'était dans les années 60, ça n'empêche pas que nous avions des moments de blagues, de potache, et de temps à autre des moments de tumulte et de crise de rire. Je pense que votre invité est du même style. Oh, merci. Écoutez, vous savez, moi, je me suis rendu compte que j'ai écrit ce livre d'abord pour les élèves, mais qu'en creux, finalement, au fur et à mesure de la promotion, on a beaucoup parlé des enseignants. Et je me dis que puisque j'ai une petite voix là que je peux utiliser, je voudrais rendre hommage à ces enseignants dont on ne parle pas, qui font un travail phénoménal, je vous assure. Sortons un petit peu d'une vision un peu caricaturale des choses, parce que j'en ai connu beaucoup de ces enseignants qui travaillent beaucoup dans un pays où se moquer des professeurs est devenu un peu un sport national, qui subissent de plein fouet tous les maux du siècle, qui s'accrochent,
qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et je pense aussi à tous ceux qui sont en ULIS, en instituts médico-éducatifs. Tous ces enseignants-là, vous ne les entendez pas. Et ils font un travail phénoménal dans le silence, hein, dans le secret de ces chemins difficiles. Et on leur doit beaucoup. Alors, évidemment, vous allez me dire, ah, bah, les classements PISA, ah, bah oui, mais les résultats sont pas là. Mais les professeurs sont pas ministres. Mais ceux qui le peuvent font vraiment un travail remarquable avec les moyens du bord. Et je voudrais les remercier et remercier cet auditeur parce que ça fait du bien d'entendre de temps en temps quelqu'un qui exprime de la reconnaissance pour ses professeurs. Et puis aussi tout le personnel, les chefs d'établissement. Là, c'est charmant, les liens que vous évoquez. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Le thé arrosé de rhum le soir pour s'en remettre. Parce que... oui, ces bons échanges où on se bouscule un peu, mais en fait, on est tellement dans le même bateau qu'il y a une solidarité magnifique. Un auditeur nous demande, c'est une auditrice, et ça, je pense que c'est intéressant. Je rappelle, Myriam Meyer, vous êtes professeur de français, latin et grec. Oui. Vous vous adressez, et notamment dans cette expérience que vous relatez dans Wesh Madame, rires et larmes d'une prof de banlieue chez Robert Laffont, vous vous adressez à des enfants qui ont déjà du mal avec le français, s'intègrent peu à peu, ont des familles qui parfois ne parlent pas français. Quelle est leur approche du latin et du grec ? Vous savez quoi, il aurait fallu poser cette question à Senghor. Hein. Allez, je l'aime bien, j'aime bien en parler de ça. Senghor, agrégé de grammaire, immense latiniste, immense helléniste, premier président de la République du Sénégal. Je crois que le latin et le grec, c'est comme le français. C'est universel. Voilà. Et justement parce que, comme disait Senghor, il parlait de la rigueur latine et de la subtilité grecque qui ont créé la stylistique française, justement, le latin et le grec vont apporter des outils en plus pour comprendre l'histoire des mots, l'étymologie, leurs variations. Pourquoi tel mode plutôt qu'un autre ? Pourquoi nous avons en français le conditionnel et en grec l'optatif ? Toutes ces nuances de la langue. Et ces 13 siècles d'histoire, de beauté, d'art qui irriguent notre culture, notre philosophie, notre théâtre, notre médecine, notre droit, c'est justement venir en appui, leur donner tous ces outils-là qui vont venir les soutenir dans cette découverte et dans cette appropriation du français. Et moi, j'ai vraiment vu, et donc plein d'autres, moi j'ai les élèves qui me disent, Madame, l'espagnol, ça va beaucoup mieux depuis que je fais du latin. Alors, j'avais toujours un petit moment de fierté, vous voyez, n'est pas complètement inutile. En anglais, en allemand, l'esprit même de l'analyse, vous savez, quand vous faites un exercice de version latine, c'est une école de rigueur qui peut vous apporter aussi dans les matières scientifiques. Donc, ce sont des outils en plus et non pas des outils en moins. Ce n'est pas des choses qui vont les pénaliser, au contraire. Et moi, j'ai vu vraiment à quel point ça pouvait porter les élèves, puisque je les avais. Alors, tous ceux que j'avais en latin ou en grec, je les avais pas forcément en français, mais ceux que j'avais en plus en français, je voyais à quel point ça les aidait réellement. Et ça, c'est vraiment une gratitude incroyable pour moi. Nous buvons vos paroles, Myriam Meyer. Et j'essaye d'imaginer comment tout cela, avec votre génie, avec votre expérience, votre expérience, tout ce que vous avez pu saisir pour faire passer tout cela à des enfants qui n'étaient peut-être pas préparés à recevoir cet héritage aussi. Hein. Dites-nous ce que vous considérez comme les qualités fondamentales pour être professeur en réseau d'éducation prioritaire auprès de ces populations que nous voulons intégrer par l'un des éléments capitaux, la langue. Alors d'abord, je tiens à dire qu'en fait, dans ces établissements de réseau d'éducation prioritaire, la réalité n'était pas monolithique. Hein. Moi, j'avais des élèves qui étaient des gros lecteurs, qui étaient très bien élevés, qui avaient déjà un bon bagage, et d'autres qui étaient en déshérence et puis un ventre mou, qui était un peu dans la moyenne française. Je pense qu'il faut d'abord bien maîtriser cette discipline. Pour être capable, ils sont très demandeurs. Vous savez, moi, quelquefois, ils m'emmenaient sur des terrains. Mais alors, d'où ça vient, les propositions subordonnées ? Je me dis, mais tiens, au fait, qui a décidé que une proposition subordonnée s'appellerait une proposition subordonnée ? Vous voyez, vous devez quand même déjà avoir un niveau solide pour être sûr de vous. Parce que moi, de temps en temps, ils me posaient des questions
délirantes et je leur disais mais je ne sais pas tout. Ils étaient très étonnés. Ils me disaient mais si madame, si vous savez plein de choses. Donc voilà, avoir déjà ce bagage solide là. Et puis s'appuyer vraiment sur l'autorité et la bienveillance. L'autorité qui n'est pas de l'autoritarisme, la bienveillance qui n'est pas du laxisme. Leur donner un cadre ferme et s'y tenir. Moi, je sais que les élèves aimaient bien l'idée qu'on soit juste. C'est-à-dire qu'on ne va pas gérer de la même façon, évidemment, l'élève qui fait tomber sa trousse, de l'élève qui fait volontairement du bazar. Et de l'humanité qui ouvre les cœurs et qui permettent d'être attentif aux élèves, de voir celui qui s'enferme dans le désespoir, de voir celui qui se sert de la colère pour vous tester, pour voir si vous allez tenir, si vous allez continuer de lui apporter ce cadre qu'il mérite. Et puis, de la bienveillance envers soi-même. Alors, vous savez, ça c'est passe très par quoi, difficile. par exemple ? Eh bien, en fait, quand on est professeur, on a quand même un public qui n'est pas évident. Et on peut avoir l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Et vous rentrez le soir et c'est jamais fini. Vous voyez, c'est pas comme si vous vous étiez donné comme ouvrage de faire le patron d'un pantalon et qu'à la fin de la journée, objectivement, votre patron est fait ou il n'est pas fait. Là, vous avez fait votre cours, mais vous ne savez pas vraiment ce qu'ils en ont retenu. Il faut faire ce que l'on peut, du mieux que l'on peut. Mais ne pas croire qu'on va sauver le monde. Le complexe du sauveur, on l'a un petit peu, vous savez. Moi, je dis souvent qu'on se sent... on aimerait pouvoir guérir toutes les écrouelles de la société. Ce n'est pas possible. On peut avoir le feu sacré, avoir la vocation. Il faut se rappeler aussi que c'est un métier. Et que l'éducation nationale s'est un petit peu trop appuyée sur... justement la bonne volonté de certains enseignants qui en font toujours plus. C'est un métier où l'épuisement peut vous guetter très vite. Là aussi, je voudrais qu'on sorte de cette vision des vacances, des profs feignants. On a les classes les plus chargées d'Europe. On est en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE pour les salaires. On fait 720 heures. La moyenne de l'OCDE, c'est 706 heures. Et ça, c'est pour la base. On ne parle même pas toutes les heures sup, les projets, etc. Donc, il faut aussi connaître ses limites et garder un équilibre de vie sain. Parce que, et c'est sans doute le premier conseil que je donnerais aux professeurs, essayez de dormir. Parce que quand on est fatigué, les élèves le sentent et croyez-moi, ils en profitent. Beaucoup. Merci infiniment Myriam Meyer. On pourrait passer des heures à évoquer toute cette expérience et puis toutes les perspectives aussi qu'ouvre ce livre qui met des nuances. C'est le message que vous nous avez apporté ce matin, ce regard que vous portez, que vous nous permettez de porter à travers je le répète, ces échanges très bruts de décoffrage. Wesh Madame, rires et larmes d'une prof de banlieue, Myriam Meyer aux éditions Robert Laffont. Je vous le conseille, je le conseille à tous les professeurs, je le conseille à toutes les personnes qui ont des idées très arrêtées dans un sens ou dans l'autre sur ce qu'est l'enseignement en réseau d'éducation prioritaire. Chers amis, nous allons faire une courte pause et nous passons à la deuxième partie de notre émission. En 2024, Radio Courtoisie fête ses 37 ans. Pour célébrer ce bel événement, rejoignez-nous à la messe d'action de grâce à l'occasion de cet anniversaire et aux pots amicales qui auront lieu le samedi 9 novembre en l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Pour participer au pot, inscrivez-vous en ligne sur notre site internet anniversaire.rc.fr ou par courriel à secrétariat@rc.fr ou encore par téléphone au 01 46 51 00 85.